Et coucou, c'est Mathilde, et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy, Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société. au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pros, en solo, en duo, avec des invités. On te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives. On te souhaite une bonne écoute. Une très bonne écoute. Et bonjour à tous et à toutes. On est très Bonjour. content de venir ici. On est à 3 aujourd'hui, du coup, avec un invité. Alors, vous entendez peut-être des bruits d'enfants aussi, parce qu'on n'est pas loin d'une cour d'école. Voilà, ça, on change d'ambiance à chaque fois. ça fait partie de l'ambiance. Mais aujourd'hui, du coup, on est avec Olivier Daudier. Bonjour Olivier. Bonjour. Et on va essayer de parler largement de tout le contexte autour de la mémoire traumatique, et de voir un peu qu'est-ce que la science dit par rapport à tout ça. Et donc, est-ce que tu veux te présenter déjà aussi pour qu'on cerne un peu pourquoi cette fois l'invité ? Alors, je suis Olivier Daudier, effectivement. Je suis docteur en psychologie. Je suis maître de conférence à l'Université de Nîmes en psychologie cognitive. Et effectivement, je travaille sur plusieurs domaines, mais un de mes domaines de prédilection, c'est la question des souvenirs traumatiques, et plus précisément le phénomène dit des souvenirs retrouvés, à savoir cette expérience subjective de retrouver soudainement le souvenir d'un événement avec une portée traumatique, généralement survenu durant l'enfance, alors qu'on n'avait pas a priori connaissance de la survenue de cet événement. Okay. C'est-à-dire qu'on découvre avoir vécu la chose au moment où on s'en souvient, et je travaille sur ce phénomène pour essayer de comprendre ce qui peut se cacher derrière en termes de mécanismes, de processus divers et variés. Donc vraiment sur le fait que tu peux vivre quelque chose enfant, en tout cas ça donne la sensation de ne pas avoir forcément laissé de traces, mais ça revient plus tard, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est vraiment cette impression que, et j'insiste sur le terme d'impression, ça aura son importance, on en parlera sûrement, l'impression d'avoir oublié en fait. Mais plus que de l'oubli, parce que parfois on se rend compte qu'on oublie, mais on sait qu'on peut avoir l'information quelque part, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a quelque chose, mais on se dit j'arrive pas à m'en souvenir. Là c'est vraiment, j'ai oublié à un point où quand je m'en souviens, ça revient, c'est un peu comme une déflagration, parce que je me rends compte que ça m'est arrivé. Et donc généralement, ce qui va être générateur de beaucoup de réactions, notamment sur le plan du stress, sur le plan émotionnel, etc. De souffrance. Ouais. Le débat en fait, de cette discussion, il s'arc entre deux positions, avec des défenseurs de ce qu'on appelle donc l'amnésie traumatique, donc avec cette idée qu'on oublie complètement un souvenir et il va ressurgir à un moment donné. Et puis des nouvelles données qui viennent peut-être infirmer un peu cette idée-là, et que tu vas nous en parler un peu mieux, mais avec l'idée que certes, on l'a vécu, on a eu la sensation d'oublier, mais c'est peut-être pas un oubli au sens propre comme on peut l'avoir dans d'autres façons de faire. C'est ça. En fait, historiquement, il y a vraiment deux oppositions qui sont même encore plus radicales que ça. Il y a la position qui considère que c'est vraiment le trauma qui va causer l'oubli. Okay. C'est-à-dire que c'est vraiment l'expérience traumatique qui, au moment du trauma, il va se passer toute une série de mécanismes qui vont faire que les gens vont expulser directement ce souvenir des frontières de leur conscience, au point de ne pas savoir du tout qu'ils ont vécu ça, et pour pouvoir continuer à vivre sereinement. Et de l'autre côté, a émergé en fait une position qui considérait que les gens qui retrouvaient ces souvenirs-là, c'était pas le trauma qui causait cet oubli, mais c'était plutôt des faux souvenirs, généralement induits dans les cadres psychothérapeutiques. Et effectivement, depuis peut-être maintenant, je sais pas... Le premier article scientifique là-dessus qui a posé cette question vraiment, ça date de la fin des années 90, ça a été un peu oublié, ensuite c'est revenu un peu aux années 2010, mais maintenant ça fait peut-être 5 ans qu'on considère qu'il y a beaucoup d'autres alternatives, et que finalement la question du faux souvenir peut exister bien évidemment, parce qu'en plus on a des cas documentés, mais que dans la plupart des cas c'est des souvenirs d'événements qui sont réellement produits, mais que c'est pas non plus forcément le trauma qui cause cette impression d'avoir oublié, qu'il peut y avoir plein d'autres mécanismes qui peuvent expliquer ça. Oui, et ça c'est important, cette nuance, c'est que en fait, si ça a pu vous arriver, l'expérience que rapportent les personnes, c'est vraiment, ils n'avaient aucune trace de cette chose, et d'un coup c'est revenu. Et donc c'est pour ça que, comme tu disais en off, du coup c'est cette idée de on l'a oublié et c'est revenu, et c'est normal, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'idée aujourd'hui c'est de dire que ça c'est le vécu de la personne, mais scientifiquement on peut l'expliquer par d'autres choses, d'autres phénomènes. C'est ça, c'est-à-dire qu'une personne qui fait cette expérience-là, c'est tout à fait entendable qu'elle pense qu'il y a un lien causal entre 3 événements qui se succèdent et qui sont liés en fait, par le fait que c'est le seul et même événement. Donc considérer que tout ça c'est causal, c'est parfaitement entendable, c'est très intuitif, et c'est pas un problème en soi de le penser. Maintenant, après, en tant que scientifique, moi la question qui m'intéresse, c'est s'il y a de la cause, est-ce qu'on peut la démontrer, cette cause ? Alors déjà là, éthiquement parlant, c'est compliqué, parce que pour démontrer ça, il faudrait traumatiser des gens.
Ce qu'on ne doit pas faire sur le plan éthique. Après, il y a une autre façon de faire, c'est les études longitudinales, c'est-à-dire vraiment des études dans le temps, c'est-à-dire qu'on prend en charge directement des gens où on sait qu'ils ont vécu un événement et on va faire toute une série d'évaluations, de mesures dans le temps pour voir la variation, l'évolution de ce souvenir, mais c'est très compliqué, déjà pour des raisons éthiques aussi, puis aussi pour des questions de faisabilité, parce qu'on parle souvent d'un phénomène qui peut concerner souvent des décennies. Des études sur des décennies, ça se fait, mais c'est très très rare, ça demande beaucoup de moyens qu'on n'a pas forcément en France déjà, mais de manière générale, moyens humains, moyens financiers, donc c'est très très compliqué à faire. Effectivement, moi la question que je vais me poser en tant que chercheur là-dessus, c'est qu'est-ce qui peut expliquer ce mécanisme-là? Et en fait, quand on creuse le sujet, on se rend compte que y a plein d'autres mécanismes qui sont beaucoup plus facilement démontrables sur le plan scientifique et qui expliquent tout à fait ce phénomène. Beaucoup plus démontrable que le faux souvenir, du coup? Non, que le fait que le trauma peut causer en fait, un oubli. Ok. Parce que ça, le faux souvenir, en laboratoire, c'est tout à fait démontré. Ça, Maintenant, après, ça, on pourra éventuellement en reparler. Ça existe. Ça, c'est une certitude. On a des cas qui sont documentés. Mais dans des cas hyper précis. C'est des cas hyper précis et je pense pas que c'est la majorité des cas du tout parce que ça demande des circonstances pour que ça apparaisse. Déjà, spontanément, c'est très peu probable. Que vraiment d'un coup, quelqu'un se souvienne et que ce soit faux, c'est quand même très peu probable. Donc, c'est des circonstances vraiment de lourde suggestion qu'il faut mettre en place. Enfin, ça existe. Malheureusement, ça existe. Et souvent, c'est inhérent aussi à des pratiques un peu de charlatans, toutes ces choses-là. Maintenant, est-ce que c'est la majorité? Moi, j'ai pas de chiffres, mais je serais très surpris que ce soit la majorité. Et je pense que la majorité des souvenirs retrouvés concernent des souvenirs d'événements qui se sont réellement produits. Mais c'est déjà, je prends un premier point hyper important, déjà que tu soulèves là, c'est que une personne qui va retrouver un souvenir et qui va déclencher donc tout un tas de symptômes liés à un stress post-traumatique, il faut partir du principe qu'il faut croire cette personne en soi. En fait, j'irais même plus loin que ça, c'est que de toute façon, même si le souvenir était faux, oui. Qu'est-ce que ça change là? En tant que thérapeute, j'imagine. Alors moi, je suis pas thérapeute, mais j'imagine qu'en tant que thérapeute, on peut très bien se dire, en fait, moi, ça m'intéresse pas de savoir si c'est vrai ou faux. La personne a vécu ça, elle a ses réactions, elle a sa souffrance, et c'est ce qu'il faut prendre en compte. On m'avait rétorqué une fois, et c'était pas inintéressant. Des fois, ça peut être intéressant de savoir si c'est vrai, parce qu'effectivement, si la personne, par exemple, si jamais c'est des faits, par exemple, de violence ou de violence sexuelle, la personne est toujours en contact avec des enfants, ça peut être utile de savoir si c'est vrai, parce que cette personne peut toujours représenter un danger, mais dans les faits, on ne peut pas savoir de toute façon. On n'a pas d'outils qui permettent de distinguer le vrai du faux sur le terrain. Donc, partant de là, est-ce que c'est vraiment même nécessaire de le savoir? Voilà. Alors moi, en tant que scientifique, je vais me poser la question de savoir quelle est l'hypothèse ou l'explication la plus crédible. Maintenant, dans les faits, si jamais je fais cette pondération, l'hypothèse la plus crédible au cas par cas, en fait, c'est du cas par cas. Si jamais c'est un souvenir vraiment retrouvé en thérapie avec un thérapeute qui prend des séances à 400 balles avec des techniques extrêmement douteuses, forcément, je vais avoir mes voyants qui vont s'allumer au rouge. Maintenant, si c'est quelqu'un qui dit, écoutez, moi, j'étais en train de donner le bain à mon enfant, et puis d'un coup, je sais pas, je me suis senti mal, puis là, j'ai eu des images et je me suis revu. Et en fait, quand j'étais petite, mon père, je me souviens de gestes qui n'étaient pas du tout des gestes appropriés. Et là, je me sens très mal par rapport à ça. Si ça revient comme ça, je connais pas de raison scientifique d'activer l'idée que c'est un faux souvenir. Et ça, d'ailleurs, c'est hyper important, c'est que parfois, en étant enfant, on peut vivre des souvenirs, mais c'est en les analysant plus tard avec le regard d'adulte que ça vient faire trauma. Et enfin, tu me dis si je me trompe, mais de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça se passe. Et du coup, ça, c'est hyper important parce qu'on se pose souvent la question de pourquoi les victimes, elles mettent du temps à parler. Ouais, c'est une des explications. C'est une étude qu'on a publiée avec un collègue anglais en 2001, si je ne me trompe pas. On demandait aux gens, c'était un questionnaire, on demandait aux gens, tout public, est-ce que vous avez déjà vécu cette situation où vous retrouvez soudainement un souvenir d'un événement de violence vécu durant l'enfance, alors que jusqu'ici vous n'en aviez pas conscience, pas connaissance. Donc on a eu, je ne sais plus combien de personnes qui ont répondu, plus de 400 personnes qui ont dû répondre oui. Sur l'échantillon qui était très conséquent, on était presque à 3000 personnes si je me souviens bien. Non, c'était plus que 400, je sais plus. Enfin, peu importe à la limite. Et en fait, quand les gens répondaient oui, non ou je ne sais pas, on leur demandait ensuite mais c'est-à-dire. Voilà. Et on leur proposait toute une série de phénomènes. Et en fait, on s'est rendu compte que sur toutes ces personnes qui initialement ont répondu oui, en fait, il y en avait un tiers qui nous disait mais non, mais en fait, je m'en suis toujours souvenu. C'est juste qu'avec le temps, j'ai réinterprété ce que j'ai vécu comme étant des violences. Ce qui sous-entend que, en fait, quand on vit un événement extrêmement jeune, notamment surtout des violences sexuelles qui sont moralement nécessairement indicibles, mais qui font pas forcément mal physiquement, en fait, on va, en tant qu'enfant, si on a 3-4 ans, on va pas forcément comprendre ce qu'on est en train de vivre. Comme on comprend pas, sur le moment, on peut trouver ça perturbant. D'ailleurs, il y a des travaux qui montrent que dans tous les cas, les gens trouvent ça perturbant, bizarre, pas habituel, mais que ça va pas générer une réponse traumatique. Avec le temps, quand on va prendre connaissance de son corps, de la sexualité, de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est transgressif, de ce qui ne l'est pas, et toutes ces choses-là,
on va réfléchir et on va se dire, mais en fait, ce que j'ai vécu là, c'était pas juste des chatouilles, c'était pas du jeu, c'était pas un secret, c'était des violences sexuelles. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'avec cette prise de conscience, il peut y avoir une détresse psychologique qui va s'installer et toute une série de symptômes évocatrices d'un trouble de stress post-traumatique ou au moins une réponse post-traumatique. Ok, donc ça veut dire que la dimension de la douleur physique va rentrer en jeu dans la façon dont on va pouvoir interpréter ou non les... Ça va en tout cas plus facilement contribuer dans le sens où si jamais on prend notamment tout ce qui va être critère diagnostique du trouble de stress post-traumatique, il y a vraiment cette confrontation potentiellement à un danger à minima ou une mort imminente. Donc la violence physique est évocatrice de ça, y compris parce que par la douleur, y compris pour les tout petits. Si jamais il n'y a pas tout ça et qu'on est vraiment sur des adultes qui sont vraiment dans de la manipulation, à mentir, à dire c'est du jeu, c'est la tendresse, non mais c'est juste de l'amour, enfin des trucs complètement de manipulation de l'enfant, l'enfant peut trouver ça, et généralement on va trouver ça perturbant parce que c'est pas habituel, c'est pas normal. Puis il y a des adultes qui vont vraiment évoquer la question des câlins, du jeu, mais on leur dit, mais ne le dis pas, c'est un secret, alors qu'ils font des câlins à leurs parents et jouent habituellement et c'est pas un secret. Donc ils vont trouver ça perturbant et pas habituel, mais ça va pas forcément à ce stade-là générer une réponse traumatique parce qu'ils sont pas à même de comprendre ce qu'ils sont en train de vivre. Maintenant, avec le temps, et peut-être, ça j'ai pas donné, mais on peut même faire l'hypothèse que peut-être de plus en plus tôt, parce qu'aujourd'hui, l'accès à la sexualité se fait peut-être aussi plus tôt qu'avant, il va y avoir justement cette prise de conscience, et là, pour le coup, il y a cette détresse qui va s'installer potentiellement. Ouais, et c'est pour ça que ça peut faire stress post-traumatique plus tard, et que parfois les victimes se mettent à parler plus tard, parce qu'on a ce genre de discours de mais pourquoi elle attend maintenant pour le dire, pourquoi en fait parce que en fait elle l'analyse maintenant comme étant des violences, ce qui n'était pas possible avant, ce qui ne veut pas dire que ça ne s'est pas produit. Ah oui, complètement. Puis même si jamais un événement il est vécu de façon simplement perturbante, bizarre, peut-être que vraiment la personne avec le temps va aussi oublier en fait, parce qu'elle va juste jamais y penser, parce que et c'est juste que avec le temps, elle va entendre parler du nom. Je vais vous donner un exemple tout à fait précis. C'est tout dernièrement, on a publié un article pour complètement autre chose sur la question du traitement de la mémoire dans le judiciaire, et en fait on a donné 2 vignettes cliniques, enfin pas vignettes cliniques n'importe quoi, 2 vignettes tout court d'expertise où les experts ont raconté à peu près n'importe quoi sur la mémoire. Dedans, on présente le cas d'une affaire sur laquelle j'avais travaillé pour un avocat qui m'avait demandé, où c'est une enfant, une adolescente de 16 ans, qui en fait à 16 ans a retrouvé le souvenir d'avoir vécu des violences sexuelles de la part de son grand-oncle, si je ne me trompe pas. Bon, alors, je vais passer ce que raconte l'expert dedans, mais en fait on se rend bien compte qu'elle a vécu les faits à 8 ans. Et en fait, le souvenir lui est venu d'un coup parce que, un moment, au détour d'une discussion, elle a entendu le prénom de ce grand-oncle. Et là, ça lui est revenu. En fait, elle avait juste plus du tout pensé. Enfin, c'est de l'oubli, en fait. Enfin, elle n'y pensait pas. Puis, en fait, elle a entendu le nom, ça sert d'indice. Mon accès de souvenir, et là, ça revient, quoi. Sauf que là, elle l'a interprété, elle s'en est souvenue, pas avec un regard et une interprétation d'enfant de 8 ans, mais avec un regard et une interprétation d'adolescente de 16 ans qui, là, a beaucoup plus de connaissances en termes d'intimité, en termes de sexualité, son rapport au corps, et qui, là, du coup, a vécu ça comme une détresse psychologique, parce qu'elle a compris ce qu'elle avait vécu, pour le coup. Donc, on peut à la fois avoir ce phénomène de je m'en suis toujours souvenu, j'y ai souvent repensé, mais avec le temps, ça a été réinterprété comme. Et il y a aussi le cas où, en fait, j'ai plus du tout pensé, et c'est revenu. Est-ce qu'on parle d'oubli quand même dans ce cadre-là ou pas? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails purement théoriques, mais si on prend les conceptions classiques cognitivistes des années 70, avec notamment les travaux d'Endel Tolving, c'est comme ça que se conceptualise l'oubli. C'est le fait qu'on n'a pas d'indice qui nous permet de trouver la trace du souvenir en mémoire, en gros. Donc, à ce sens-là, moi, je parle d'oubli qui a distingué du sens de l'oubli au sens populaire, à base de si on oublie, c'est fini, on ne retrouvera plus le souvenir. Pour essayer de faire simple, en gros, la mémoire des épisodes, donc une mémoire épisodique, elle fonctionne avec 3 étapes. On va encoder une information qui va ensuite être consolidée, donc elle va être marquée dans notre cerveau et être inscrite quelque part dans notre mémoire. Et il nous faut ces indices, ces choses qui vont permettre de récupérer l'information. Alors, soit interne, donc on va pouvoir faire l'effort de retrouver un souvenir, soit quelque chose dans l'environnement qui vont nous faire venir ce souvenir. C'est ça. L'indice, il faut vraiment voir ça. Si on est dans une pièce et il y a plein de portes, les souvenirs sont cachés derrière. L'indice, c'est la bonne clé, quoi. Ouais, parfait. C'est littéralement ça. On trouve la bonne clé. Et après, on va avoir parfois des clés qui vont permettre un peu d'ouvrir le premier tour, mais pas le deuxième tour. Donc, c'est un indice qui fait avancer, mais qui n'aide pas à trouver. Donc, il faut voir ça comme quelque chose de très graduel, la question des indices. Mais il y a des indices qui sont très forts. Et c'est vrai qu'entendre le nom d'une personne, des fois, c'est très fort. Parce que c'est très marqué, du coup, il y a c'est ça, en fait, c'est qu'on peut avoir cette sensation d'oubli, mais il y a quand même une trace mnésique dans le cerveau, quoi. C'est ça. Il y a quand même quelque chose, il n'y a pas plus rien. C'est ça, c'est pour ça qu'on parle, dans ce cas-là, on parle plutôt d'oubli subjectif. L'oubli subjectif, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'était plus là, mais que c'est revenu.
à distinguer de ce qu'on pourrait appeler vraiment l'oubli objectif potentiellement, où c'est vraiment la trace mnésique, donc la trace vraiment du souvenir dans le cerveau. En neuro, psycho, neurobio, on appelle ça l'engramme. En fait, c'est vraiment l'association des neurones qui représente physiquement le souvenir. Soit, si dès le départ, elle n'est pas consolidée, ça ne peut pas disparaître tout de suite, ce qui peut être aussi une explication au fait qu'on ne se souvienne pas, du coup ça ne reviendra pas là pour le coup. Ou alors, avec le temps, si jamais ce souvenir, on ne le mobilise jamais, ça va être la trace mnésique. Il faut voir ça vraiment comme une chandelle, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si on ne ravive pas la flamme, ça finit par se diminuer au point où finalement on ne la voit plus et que potentiellement on va peut-être plus jamais accéder au souvenir, ce qui ne veut pas dire que c'est plus possible, mais c'est juste que c'est très très difficile et donc ce sera dur de trouver vraiment l'indice, la bonne clé qui permettra d'accéder à ce souvenir-là, quoi. On peut faire juste une parenthèse là-dessus, justement. C'est pas parce qu'effectivement il n'y a pas de traces de souvenirs ou qu'il n'y a pas eu d'inscription de ce souvenir traumatique qu'il peut pas y avoir des séquelles aussi de sévices, quoi qu'il arrive. Ça, c'est un truc qu'il faut important de te dire. C'est si vous avez vécu des sévices, quoi qu'il arrive, ça, logiquement, il y a des impacts sur notre vie. Et là, du coup, c'est pas forcément le débat d'aujourd'hui. Là, c'est plus de questionner sur comment ça fonctionne dans notre cerveau, quoi. On entend beaucoup parler d'amnésie dissociative, d'amnésie traumatique, et c'est comme ça qu'on nous l'a appris, c'est comme ça que c'est aussi inscrit dans les manuels internationaux de diagnostic. Et finalement, avec ce qu'on est en train de dire, ça dénote un peu. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur ce concept ? C'est des concepts qui sont très intéressants déjà, historiquement, épistémologiquement, c'est-à-dire la façon dont on construit cette connaissance, même théoriquement, c'est intéressant. Maintenant, c'est des concepts qui sont très, très controversés. L'amnésie traumatique, ça c'est un terme par exemple qu'on entend qu'en France. Tout simplement parce que le terme en anglais traumatic memory, on va l'entendre, mais ça veut juste dire souvenir traumatique. Mais amnésie traumatique, malheureusement, c'est un terme qu'on entend presque plus que l'amnésie dissociative dans le grand public. C'est un terme, je vais être un peu abrupt, mais parfaitement impropre, qui n'indique rien. Parce que traumatique, ça veut juste dire qu'il y a eu potentiellement un choc, une blessure. Donc on ne sait pas si l'origine elle est physique, si elle est psychologique. Donc on pourrait mettre derrière ce terme le fait de quelqu'un qui a eu un trauma crânien et qui ne se souvient pas, et ce serait donc de l'amnésie traumatique, si jamais on s'arrête à ce terme-là. Donc ça, c'est un terme qui ne donne pas d'indication, qui n'est pas forcément très pertinent, et que, du moins scientifiquement, que personne n'emploie. C'est-à-dire que vous ne le trouverez pas dans la littérature scientifique sérieuse. En anglais, vous trouvez le terme traumatic memory, mais encore une fois, veut dire souvenir traumatique. Parce que, effectivement, on l'entend beaucoup, et pour le coup, qui est venu, alors avec toute la définition qui en découle, qui est venu, je pense, faire du bien et mettre des mots à ce que pouvaient vivre les victimes. En fait, et du coup, de ce point de vue-là, il est pas gênant. Mais c'est plus sur le côté comment ça se passe réellement, où il y a une controverse, j'imagine. Oui, après, moi, je suis dans une position où je vais facilement considérer que même pour le grand public, même si ça fait du sens, si le concept et le terme n'est pas bon, je pense pas qu'il faille l'employer. Complètement. Parce qu'il va forcément, derrière, il va générer des amalgames. C'est-à-dire que si jamais on emploie ce terme et qu'on le dédie aux gens qui ont vécu un traumatisme psychologique, c'est-à-dire que de fait, on va exclure tous les gens qui vont avoir de l'oubli, donc l'oubli objectif, vraiment une perte du souvenir complète, suite par exemple à un accident de voiture ou avec trauma crânien, alors qu'en fait, ils sont tout aussi concernés. Donc le mieux, c'est juste de ne pas employer le terme amnésie traumatique. Voilà, de simplement parler d'amnésie tout court, rétrograde, antérétrograde, enfin rétrograde qui concerne les souvenirs passés, antérétrograde c'est l'incapacité à créer des nouveaux souvenirs, de parler de ça. Et si jamais on va faire un terme spécifique pour les traumatismes psychologiques, on emploie plutôt amnésie dissociative, qui pour le coup est le nom officiel, si je peux dire ça comme ça, parce qu'effectivement, qui se retrouve dans les manuels de classification des maladies mentales, que ce soit le CIM, le DSM, tout ça, quoi. Donc, moi, je préfère j'emploie le terme amnésie dissociative de manière générale, et le terme amnésie traumatique, c'est un nom très populaire, très facile à retenir, que les gens comprennent, mais justement, ils le comprennent qu'à travers ce prisme du psychotrauma, alors qu'en fait, techniquement, ça devrait être plus large. Donc, moi, je ne dirais pas que je milite, parce que je ne suis pas dans cette posture-là, mais je ne m'inscris pas du tout dans ce... Scientifiquement parlant, en tout cas, il y a quelque chose qui est pas OK à ce niveau-là. Ah, c'est pas OK, puis ça n'a pas de validité particulière. Ça n'a pas de validité en plus. Ça n'a pas de validité. Après, ce qu'on va entendre aussi beaucoup comme terme, c'est mémoire traumatique. Ouais. Ça, c'est pareil. Le problème de la mémoire traumatique, c'est que là, c'est pareil, mais c'est différent. C'est pareil dans le sens où ça n'a pas forcément de validité scientifique. C'est différent dans le sens où là, ça conceptualise quelque chose de bien précis. Ça conceptualise l'idée que les souvenirs traumatiques ne vont pas être stockés dans les registres habituels de la mémoire, notamment mémoire autobiographique. La mémoire des expériences vécues, mais aussi des informations qui nous concernent, en fait. La mémoire traumatique, on va considérer en fait qu'il y a un système, un registre dédié à ça,
qui va se générer, et c'est là que vont être stockés tous les souvenirs traumatiques et qui vont interagir avec le reste du corps pour enclencher certaines réactions physiques, psychologiques, de stress. Alors à ma connaissance, je ne connais aucun modèle d'architecture de la mémoire qui inclut ça dedans. Tout simplement. Il n'y a rien qui permet d'établir ça. Aujourd'hui, le plus parcimonieux, le plus probable, c'est que les souvenirs traumatiques, ce soient des souvenirs autobiographiques avec une énorme empreinte émotionnelle. Ok, simplement. Qui empêche l'accès, du coup, là, pour le coup. Qui vont empêcher l'accès, alors ça, moi, là, c'est là où je vais pas forcément me retrouver là-dedans, mais qui, en tout cas, dans l'hypothèse de cette amnésie dissociative, qui va empêcher l'accès, mais c'est des souvenirs autobiographiques qui sont simplement extrêmement, extrêmement émotionnels, au point où, quand on s'en souvient, vu que vraiment dans cette dimension autobiographique épisodique, il y a toujours ce sentiment de revécu, là on le revit vraiment, et surtout on va le revivre par les émotions, ce qui fait qu'il va y avoir vraiment cette sensation émotionnelle et éventuellement aussi physique, parce qu'on sait que les émotions, le corps sont quand même assez liés, dans les ressentis en tout cas. Donc même le terme mémoire traumatique, mais c'est pareil, ça c'est un terme mémoire traumatique qu'on emploie qu'en France, quoi. C'est pareil à l'étranger, moi j'ai jamais vu ça nulle part, j'ai jamais vu un seul modèle sérieux, même du côté des chercheurs ou des chercheuses qui sont en faveur de l'amnésie dissociative, j'ai jamais vu personne dire ça. Et comment tu t'expliques que du coup on soit encore les seuls à employer ça ? Alors, les seuls, je dirais pas jusque-là. Il y a des modèles, il y a des modèles même anglo-saxons qui, le modèle par exemple très très célèbre du corps n'oublie rien de Van der Kolk, très populaire. Il parle un peu de ça aussi, mais c'est plus des modèles qui sont acceptés aujourd'hui dans la littérature. C'est pas, voilà, c'est pas. Mais après en France, pourquoi ça arrive, je sais pas. Non, en fait je pense que ça dépend qui les dissémine. Si la personne est suffisamment populaire, elle peut transmettre une idée, les gens y adhèrent, quoi. Je pense que ça se résume à ça. Je pense pas qu'il y ait une spécificité. Je pense que parce que par exemple le modèle de Van der Kolk là de ces dernières années revient un petit peu. Donc aux États-Unis on a des professionnels qui commencent à y adhérer aussi, mais bon, il l'a rappelé autrement, hein, mais après pourquoi en France, bon, je pense que c'est une question de popularité médiatique essentiellement après. Okay. Et encore une fois, parce que ce sont des choses qui donnent beaucoup de sens aussi à certains vécus, et que c'est important pour les personnes qui ont vécu de tels faits de donner du sens à leur vécu. Et quand on en donne du sens, les gens ont toutes les bonnes raisons d'accepter, quoi. Je veux dire, ça me paraît tout à fait entendable. Et encore une fois, moi, quand je suis confronté à ces situations-là et que je discute, jamais de la vie, j'irai voir une victime lui dire non, mais le terme, il n'est pas bon, en fait, que vous employez. En fait. Parce que la victime qui ne connaît pas, en fait, elle intègre quelque chose qu'une autorité lui a dit. Voilà. Moi, là où je vais discuter, c'est avec justement les chercheurs ou les professionnels qui vont défendre ces idées-là. Par contre, maintenant, les victimes, en fait, elles appellent ça comme elles veulent, quoi. Enfin, je suis personne pour leur dire comment nommer les choses. Et du coup, c'est juste une différence en termes de comment on l'appelle, ou même dans la façon dont on voit le truc, il y a une différence. Parce que c'est ça, moi, que je me pose comme question. Est-ce que c'est juste une histoire de termes, quoi ? Ou est-ce que même dans le process, il y a quelque chose qui diffère ? Dans le process, il y a quelque chose qui diffère. C'est quand cette question de la mémoire traumatique, ce système mnésique en fait, qui existerait dédié aux souvenirs traumatiques, à ma connaissance, ça n'a aucune validité scientifique. Et donc, tout ce qui en découle va avec. C'est-à-dire que l'idée que du coup, ça va dans cette zone-là, une sorte de boîte noire, dans laquelle ça va dormir pendant des années, puis revenir comme une déflagration. C'est souvent des termes très forts, en plus qu'on emploie. Déflagration, bombe à retardement, toutes ces choses-là. Il y a un côté un peu fataliste aussi, quoi. Il y a le côté, si jamais ça revient, ça va forcément être une épreuve extrêmement douloureuse, alors qu'en fait, il y a aussi des gens, ça revient, c'est perturbant, mais qui ne vont pas développer de troubles de stress post-traumatique, quoi. Donc, c'est souvent des termes très forts comme ça. Tout ça, en fait, ça va un petit peu avec. Et après, il y a l'amnésie dissociative qui, elle, ne va pas forcément générer ce type de considération il y a un système spécifique dédié, mais pour autant, c'est un concept qui est quand même très controversé dans les littératures scientifiques, qui est certes dans les manuels de classification, mais ce qui n'empêche pas la controverse. Le DSM, historiquement, est quand même rempli de controverses. Donc, mais c'est parce que c'est scientifique aussi, hein, c'est du débat, hein, donc est très controversé. Et alors là, on pourrait en parler des heures, mais c'est controversé parce qu'il y a des limites en termes de validité scientifique qui se jouent au niveau historique, c'est-à-dire comment s'est développé ce concept, au niveau méthodologique, de comment c'est étudié, au niveau conceptuel, c'est-à-dire que vraiment, si on réfléchit en termes de logique, tel qu'il est décrit, il y a des choses qui ne sont pas logiques, et en termes même les travaux plutôt neuroscientifiques de la question, les modèles théoriques ne tiennent pas particulièrement non plus. Enfin bref, c'est quelque chose qui est très compliqué, et surtout, en fait, on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour pouvoir expliquer les souvenirs traumatiques et le fait que les gens peuvent se souvenir après des années, quoi. On n'en a pas besoin.
C'est ça qui est important. Tu commençais à évoquer le fait que justement, le problème, c'est que les professionnels qui vont véhiculer ces informations-là, et je crois que d'ailleurs, tu as conduit une étude qui montre que les professionnels ne connaissent pas bien les choses entre mémoire et trauma. Alors, avant je vais pouvoir en parler de cette étude-là, parce que pour le coup, elle est quand même assez importante. Moi, que les professionnels véhiculent cette idée-là, ça ne me pose pas particulièrement de problème en soi, parce que finalement, c'est dans le DSM. On passe notre temps, en tant qu'enseignant-chercheur, aussi à dire aux étudiants, du moins quand on est dans des orientations plutôt scientifiques, à dire, il faut quand même se reposer sur les consensus scientifiques, et le DSM est censé refléter le consensus scientifique. Donc moi, qu'un professionnel, il se retrouve à accepter ça, ça me choque pas. Je veux dire, c'est comme si jamais on disait aux gens, alors le dictionnaire c'est très bien, mais par contre ce mot-là finalement non, quoi. En fait, s'il est dans le dictionnaire, les gens vont l'employer. Oui. On va pas leur reprocher. Complètement. Donc moi, ce qui va me déranger, c'est quand après, on va venir défendre la chose. Ce qui va me déranger, c'est un terme un peu fort. Là où je vais discuter et on va rentrer en débat, c'est si jamais on commence à défendre cette chose-là avec des arguments qui sont pas forcément très scientifiques. Par exemple, les arguments de non mais vous voyez pas de patient ou c'est quoi vous l'avez vécu. C'est pas des choses qui sont très pertinentes. Je veux dire, j'ai pas besoin d'avoir d'expérience, de rencontrer des gens qui ont pour avoir un avis sur une chose, et pas besoin d'être footballeur professionnel pour savoir que quelqu'un n'a pas mis un but, quoi. Je veux dire, c'est pas forcément qu'une question d'expertise, ça peut jouer et ça peut alimenter la réflexion, et c'est pas du tout quelque chose que je conteste. Et en tant que chercheur, quand on a des participants des études, a priori, ça reste des humains qui ont des expériences, donc c'est pas forcément, et qui sont par ailleurs aussi des patients peut-être de l'autre côté. Donc c'est ce type d'argument-là, voilà, c'est ça moi qui va faire que je vais partir dans du débat un petit peu. Maintenant, après qu'ils y adhèrent, ça me choque pas particulièrement en soi. Après, effectivement, le souci qui va un peu plus loin, c'est que c'est une étude qui commence un peu à dater, elle date de 2017. Okay. Là, on est en 2024, donc je pense qu'on va refaire la suite pour voir s'il y a de l'évolution. En 2017, on a fait une étude avec une collègue qui était plus centrée sur les experts judiciaires, mais dans laquelle on a inclus des psychologues qui ne le sont pas, qui sont psychologues non experts judiciaires, pour évaluer leur connaissance sur le fonctionnement de la mémoire. Et c'était un questionnaire avec des affirmations où la bonne réponse reflétait le consensus scientifique. Donc il y avait 14 questions, donc un score sur 14 à avoir. Et en fait, on s'est rendu compte que, en termes de score de bonnes réponses, ceux qui avaient le plus de connaissances, c'était le grand public. Et ils en avaient plus, donc statistiquement, ils en avaient plus que les psychologues, plus que les experts. D'accord. Et ça, c'est problématique. C'est problématique parce que les psychologues, je me dis, nous, c'était des psychologues de manière générale, c'était principalement des cliniciens, des cliniciennes, et je peux entendre que même dans la pratique clinique, la question de la mémoire ne soit pas forcément centrale dans le travail. Ça, je peux l'entendre. Les experts, c'est plus compliqué parce que, notamment quand on fait l'expertise de plaignants ou de plaignantes, donc c'est principalement dans les affaires de violence et souvent des violences sexuelles, il y a systématiquement une question qui est posée sur la validité du témoignage. Donc si on ne s'y connaît pas, c'est quand même problématique. Et de manière générale, sur cette question de sortir ses souvenirs de sa conscience traumatique, en fait, principalement, les psychologues y adhèrent, quoi. Voilà. Mais ça s'explique par deux raisons. Un, ce qu'on a évoqué, le fait que c'est dans le DSM. Oui. Et aussi parce qu'en France, on a quand même une grosse empreinte encore de la psychanalyse et qu'il y a un petit concept un petit peu connu qui s'appelle le refoulement. Et que ça ressemble quand même beaucoup à l'amnésie dissociative, en fait. Ça ressemble quand même beaucoup. Question à 1000 points. On pose toujours une par épisode. Peut-on refouler un souvenir, un traumatisme ? Que penses-tu du refoulement ? Est-ce qu'on peut le refouler ? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de preuve qui permet de l'affirmer. Voilà, en fait, c'est ça. Donc là, sur le débat, on s'est arrêté à un truc, c'est cette idée-là, c'est que donc, dans le vécu d'une personne, il y a vraiment cette idée que j'ai oublié une partie de ma vie, un événement dans ma vie, il a ressurgi. Donc là, on a pu un peu parler des défenseurs et de ce que pensent les personnes qui valident les concepts d'amnésie dissociative ou de refoulement. Et voilà, dans le podcast, l'objectif, c'est de militer aussi pour une psychologie scientifique et faire venir aussi les éléments les plus concrets. Du coup, il y aurait d'autres choses qui pourraient expliquer ça. Est-ce que parce que là, d'autres choses qui peuvent expliquer qu'à un moment donné, on ait la sensation d'oubli. On a la sensation d'oubli et que c'était pas forcément un oubli concret. Donc, on avait déjà parlé un peu du fait qu'on peut intégrer un souvenir de manière normale et puis ensuite qu'il devienne traumatique quand on a un regard sur notre vécu. Est-ce qu'il y aurait d'autres formes, d'autres choses qui pourraient expliquer ça ? Il peut y avoir... en fait, ça dépend de quel point de vue on se place. Du point de vue... Si jamais on se situe à l'extérieur, par exemple, de quelqu'un, on voit quelqu'un révélé tardivement, des fois c'est interprété comme directement on part sur de l'amnésie dissociative ou du refoulement. Ça peut être simplement que la personne n'a pas souhaité parler. Elle peut avoir des raisons qui font qu'on n'a pas envie. Elle avait peur. Elle avait peur,
Elle a vu le système judiciaire français, elle s'est dit c'est pourri. C'est ça, non mais il peut y avoir plein de raisons qui leur appartiennent de ne pas parler. Il y a effectivement la question de la réinterprétation avec le temps, la question de l'oubli ordinaire qui va avec, en fait, hein, vraiment de l'oubli ordinaire, on n'y pense pas pendant des années parce qu'on n'a pas de raison d'y penser, et puis ça revient d'un coup parce qu'on entend un nom, on revient sur un lieu, on se retrouve dans une situation similaire. Il y a un autre phénomène qui s'appelle, alors je n'ai plus le nom anglais, mais alors je vais juste pas donner le nom, mais en gros, c'est l'idée qu'on oublie qu'on s'est déjà souvenu. On a déjà parlé de ça, on l'a déjà évoqué, donc en fait, on l'a pas oublié, hein, ça nous est déjà revenu. Par contre, on s'en souvient une fois après, dans un contexte qui est différent, et donc du coup, on a l'impression que c'est la première fois qu'on s'en souvient. Et on a vraiment cette impression, parce qu'en fait, ce qui compte dans ce phénomène de souvenir retrouvé, ce qui contribue aussi à la détresse psychologique, c'est déjà les faits de leur nature, mais aussi le fait que c'est l'impression de mince, je ne savais pas que ça m'était arrivé. Oui. Et donc, ce qui peut se passer, c'est qu'on s'en est déjà souvenu, mais on a oublié qu'on s'en était souvenu. Et donc, du coup, on a vraiment cette impression de première fois qui va renforcer justement cet effet un peu déflagration, comme on peut parfois l'entendre, quoi. Donc, il va y avoir ça. Et après, il y a toute une série d'autres explications qui font que là, on ne va pas le retrouver. Mais par contre, on a des raisons de ne pas s'en souvenir du tout. Mais là, a priori, c'est des raisons qui font qu'on n'a pas créé le souvenir. Donc, a priori, si on ne l'a pas créé, on ne peut pas s'en souvenir derrière. Là, on va avoir c'est un phénomène très connu, qui a priori normalement est enseigné à peu près dans toutes les facs de psycho de France, c'est l'amnésie infantile. C'est-à-dire que c'est l'idée selon laquelle, dans les premières années de sa vie, généralement dans les 3 premières années, on ne va pas être à même de créer, de consolider des souvenirs épisodiques. Ce qui fait que généralement, dans ces 3 années, on n'a pas de souvenirs. Et que souvent, les gens qui ont des souvenirs de cette période-là, souvent, c'est soit que c'est des faux souvenirs, soit que c'est des souvenirs mal datés. C'est-à-dire qu'on pense que ça s'est réalisé dans cette période de la vie-là, mais en fait, c'était plus tard. Okay. Oui, notamment les souvenirs intra-utérins, tout ça, c'est pas... C'est ça. Ça, souvenirs intra-utérins, enfin, au regard des connaissances que je peux avoir sur la fonction de la mémoire, se développe et fonctionne, c'est pas possible. En fait, neurologiquement, le cerveau, il n'est pas fait il n'est pas encore développé pour le permettre. Mais on a eu tous les deux, alors, je sais pas si tu te rappelles, mais à un moment donné, quand on était en clinique psychiatrique tous les deux, à quelques semaines d'intervalle, on a reçu des patients différents, mais qui sont venus avec une histoire de syndrome du jumeau perdu. Et ce syndrome-là, c'est l'idée que dans le ventre, ils étaient 2 et que l'un des jumeaux a absorbé l'autre. Que la mère n'était pas au courant qu'elle avait des jumeaux. Hein. Donc, il n'y a vraiment aucune preuve. C'est des dérives sectaires, on est d'accord. Hein. Et donc, il n'y a vraiment aucune preuve qu'il y avait une grossesse gémellaire, etc., etc. Et donc, c'est des personnes qui... c'est des charlatans hein, qui arrivent à intégrer dans la tête de ces gens qu'en fait, ils ont absorbé leurs jumeaux, presque à pouvoir t'en dire des souvenirs, oui, finalement. Ça, en fait, qu'il y a eu une trace sur l'état. Mais malheureusement... Alors, je veux pas que ça paraisse comme un tutoriel, hein, mais c'est pas très compliqué d'induire ça chez quelqu'un, en fait. Quelqu'un de vulnérable qui est en recherche de réponse. C'est pour ça que nous, on milite aussi pour une psychologie aussi scientifique, etc. Parce qu'en fait, on peut faire du mal, sinon, quelqu'un qui est vulnérable et qui est en recherche de solutions, il est aussi très suggestible. Et de fait, oui, tu peux lui dire des choses qui vont clairement l'impacter. C'est ça. Et c'est là qu'il faut faire attention, c'est qu'alors il y a des charlatans, il y a des gens qui font ça volontairement, parce que financièrement, ça représente un intérêt. Là où il faut faire attention, c'est que même sans du tout volonté de nuire, on peut aussi, sans faire exprès, induire des choses. Si jamais on est convaincu de la véracité de ces phénomènes-là, de refoulement, y compris de souvenirs vraiment très tôt dans l'enfance, voire avant la naissance, si on est convaincu de ça, même en toute bienveillance, on peut induire des choses, quoi. Donc il faut faire extrêmement attention. À ça, a priori, moi, au regard il n'y a pas de preuve qu'on peut se souvenir d'événements à peu près avant 2-3 ans, quoi. Il y a des variations entre les individus, évidemment, hein, mais par contre, dans le ventre de la mère, ça, oui. Mais même, après, avant 2-3 ans, on n'a pas forcément de souvenirs, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire ce qu'on veut avec nos enfants, hein, attention. Ah non. Mais surtout qu'en fait, on parle des souvenirs épisodiques. Voilà, c'est ça qui est important aussi. Voilà, c'est-à-dire qu'on va quand même apprendre des choses. Il y a des choses qui restent, et puis il y a beaucoup de choses qui se créent aussi dans les premières années de la vie, qui vont durer toute la vie. Donc, effectivement, oui. Oui, non, je le précise parce que... que ça ne soit pas récupéré. Genre, c'est pas... du coup, avant 3 ans, pourquoi se prendre la tête? Non, hein, on parle des 1000 premiers jours de l'enfance, pas pour rien. Ça ne veut pas dire que ça n'aura pas du tout d'impact sur l'enfant. Non, du tout. Hein, et même des événements, quoi. Même s'il n'y a pas de souvenirs épisodiques, quelque chose vécu une fois durant la toute petite enfance peut avoir aussi des répercussions, même ensuite, même s'il n'y a pas forcément de souvenirs derrière. Comme autre raison, après, il va y avoir tout ce qui va être les amnésies dites partielles.
on parle souvent d'amnésie dissociative partielle. Là, en fait, on peut simplement le rapprocher juste de l'effet du stress aussi. C'est-à-dire que le fait de vivre un événement stressant, généralement, le stress, c'est plutôt bénéfique quand on le vit à l'encodage. Quand on le vit pendant l'événement, c'est plutôt bénéfique. Pourquoi ? Parce que le stress a tendance, c'est une réponse qui nous sert à nous adapter. Ça va nous amener à nous focaliser sur tous les éléments qui nous permettent d'apprécier le danger, de pouvoir l'évaluer. Est-ce que c'est vraiment dangereux ? Et si c'est vraiment dangereux, on va se focaliser plutôt sur ce qui va m'aider à potentiellement soit me préparer au combat, soit à la fuite, soit après si ça va trop loin, je peux être complètement tétanisé. Oui. Et donc du coup, on va focaliser notre attention sur des éléments, mais pas sur d'autres. Il y a un phénomène très connu en psychologie judiciaire qui s'appelle l'effet d'arme. L'effet d'arme, c'est le fait que sur une scène de crime, s'il y a la présence d'une arme, on a tendance à moins bien se souvenir et pas trop réussir à identifier des suspects. Tout simplement parce que, alors il y a plusieurs explications, mais une des explications qui est défendue, c'est justement que le stress nous entraîne à nous focaliser sur l'arme parce que c'est la source du danger, et qu'une fois qu'on a bien perçu le danger, je vais regarder s'il y a des planques, si je peux me barrer, l'inattention du coupable, enfin de l'agresseur, pour éventuellement le bousculer et partir. Enfin bref, et du coup le visage de la personne là-dedans, en fait, elle nous sert à rien. Oui. Clairement. Donc, du coup, on n'intègre pas cette information-là parce qu'on ne crée pas de souvenir de ça, parce que ce n'était pas du tout utile pour la situation. Et donc, derrière, on peut se retrouver dans une situation concrète. On est en parade d'identification. Donc, vraiment, on présente les différents suspects, on doit identifier la personne. En fait, on ne va pas la reconnaître parce que, sur le coup, puis en plus, ça peut aller très vite aussi, donc ça aide pas. Oui, ça. Donc, le stress peut jouer, la prise de toxiques, donc l'alcool, les drogues, qui peuvent aussi entraîner des interférences et empêcher la copie des informations de court terme à long terme, ce qu'on appelle l'encodage en gros. C'est-à-dire que du coup, on ne va pas créer de souvenirs à long terme, donc derrière, il n'y a pas de souvenirs. Il peut y avoir ça, il peut y avoir après tout ce qui va être traumatisme crânien. Oui. Donc s'il y a des coups physiques, qu'il y a un trauma crânien qui parfois n'est pas forcément détecté, et parce que parfois il peut y avoir trauma crânien sans qu'on le sache vraiment, et donc du coup ça peut avoir des répercussions. Enfin bref, il y a plein d'autres explications qui font qu'aussi on peut ne pas se souvenir, même si on a la preuve que c'est arrivé, sans que ce soit de l'amnésie dissociative, quoi. Énormément de choses importantes. Et tu soulèves aussi un truc important, c'est que être conscient de ça justement dans le judiciaire, ça va être important aussi dans la façon dont on va accueillir le récit d'une victime, parce que ça peut avoir des conséquences. Si effectivement on se dit non, elle reconnaît pas le visage, donc ce n'est pas arrivé, on se base sur tout sauf la science en fait pour surtout que dans le monde judiciaire c'est très compliqué parce que la mémoire c'est central. Oui. Enfin, le monde judiciaire, je vais tempérer la matière pénale plutôt. Oui, quand même. Okay. C'est la mémoire, ça va être central parce que toute affaire criminelle ou délictueuse au pénal, généralement il y a des témoignages, la plupart en tout cas, du moins pour les crimes et les délits de droit commun, donc les agressions, les meurtres, les violences sexuelles et ces différents événements-là. Il va y avoir des témoignages qui vont être recueillis et si jamais on questionne très mal une personne, déjà on va recueillir très peu d'informations. On va prendre le risque de lui en induire sans faire exprès. Oui. Et surtout, si jamais on ne laisse pas la personne structurer elle-même son récit, on va avoir tendance à avoir des récits très déstructurés. Et quand c'est déstructuré, on a tendance à dire que, mais en fait, elle se contredit. Elle a dit une chose la première fois, mais elle ne l'a pas dit la deuxième. Donc, du coup, je pense qu'elle ne me dit pas la vérité, cette personne. Parce qu'il y a cette croyance-là. C'est vrai. Ouais. Il y a cette croyance du témoignage incohérent, forcément signe que la personne ne peut pas être crue et que soit c'est du mensonge, soit que finalement elle fabule complètement. Alors qu'en fait, cette incohérence est souvent due plus à la façon dont on pose les questions aux circonstances traumatiques du récit, parce qu'on entend souvent que le souvenir traumatique c'est toujours des souvenirs déstructurés, un peu incohérents. Il y a des travaux très récents qui montrent que c'est pas une raison de trauma, c'est une question de comment on interroge les gens en fait. Et quand on laisse les gens parler librement, en fait ils structurent plutôt bien leur récit même quand ils sont traumatiques. Et donc si on n'a pas ces connaissances là et les connaissances ne suffisent pas, si on n'a pas les formations pour savoir poser les questions, parce que c'est vraiment quelque chose qui est pas du tout intuitif de bien questionner les gens, si on s'y prend mal, derrière, un peu d'informations, deux, potentiellement des incohérences. Donc forcément, le témoignage, on ne sait plus trop quoi en faire. Et derrière, en plus, on peut avoir de la suspicion vers la personne, comme quoi elle va mentir, comme quoi elle n'est pas crédible et toutes ces choses-là. Et derrière, en plus de ça, on a le risque d'induire aussi des erreurs dans le témoignage de la personne, qui si plus tard on les découvre, évidemment, on va imputer ça à la personne et à sa non-crédibilité plutôt qu'aux techniques de recueil de la parole, quoi. Donc c'est une grosse thématique, la question de la formation dans le fait de savoir poser les questions. De toute façon, tout ce qui est les expertises judiciaires, etc., actuellement, même au niveau des victimes de violences sexuelles, etc., c'est un peu la cata. Et d'ailleurs, même sans aller déjà en justice, la façon dont les premiers témoignages sont recueillis par les forces de l'ordre, etc., on sait que c'est vraiment compliqué, quoi. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de ça, et surtout après, alors moi j'ai l'occasion de travailler quand même pas mal avec justement les forces de l'ordre sur les questions des recueils de la parole, des témoignages.
Il y a aussi une question de moyens, en fait, parce qu'il faut les former, les gens. Parce qu'en fait, savoir poser les bonnes questions dans le cas judiciaire, c'est savoir poser des questions ouvertes dans un premier temps, et ensuite pouvoir resserrer le récit, mais toujours en gardant une posture ouverte. Poser des questions ouvertes, c'est un truc qu'on ne fait jamais dans la vie. Oui. On ne fait que se poser des questions fermées, voire suggestives. Quand on demande à quelqu'un « ça va, t'as l'air fatigué ?» on suggère, quoi. Oui, parce que socialement, c'est beaucoup plus simple, ça facilite tout. Donc on le fait au quotidien, et c'est très bien, et c'est très utile. Oui. Et donc du coup, quand on n'est pas formé et qu'on veut questionner une personne, en fait, on va se reposer sur ce qu'on sait faire. Et si jamais on n'a pas du tout cette formation, on n'arrivera pas, parce que moi, un conseil que je donne quand je vais former, par exemple, des étudiants à ces méthodes-là pour faire des travaux de recherche, je leur dis, essayez de passer juste 1 heure à ne poser que des questions ouvertes. Mais c'est insupportable, en fait. Oui, c'est pas du tout. C'est difficile, c'est pas intuitif. Et puis surtout, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre, quoi. Moi, imaginez, quelqu'un me dit comment vas-tu, écoute, ça va, j'ai passé une mauvaise nuit. Ah ouais, raconte-moi ta nuit. Déjà, il me saoule, quoi. donc socialement, c'est pas du tout. C'est pas adapté. C'est pas adapté socialement. Donc, mais sauf que dans le contexte judiciaire. Raconte-moi ta nuit. Dans le contexte judiciaire, on n'est pas là pour savoir si c'est adapté ou non. Il faut recueillir un maximum d'informations, surtout dans les affaires plutôt violences sexuelles ou violences intrafamiliales, où bien souvent, il n'y a pas forcément de preuves matérielles. Donc on va se reposer sur les témoignages. Et comme on parle souvent de l'ampleur des classements sans suite des affaires, mais je suis assez convaincu que si jamais on avait vraiment une formation généralisée de qualité avec des piqûres de rappel, on aurait peut-être moins de classements sans suite, parce qu'on aurait des souvenirs beaucoup plus étayés et donc plus d'éléments sur lesquels investiguer et potentiellement trouver plus facilement des preuves matérielles, d'autres témoignages qui permettent de corroborer et avoir... Voilà, j'en suis assez convaincu. Maintenant, ça restera toujours un témoignage, et malheureusement, juste un témoignage. On peut toujours faire intervenir la question de oui, mais c'est un témoignage, on sait comment fonctionne la mémoire. Et encore, moi, je suis pas de ceux qui pensent. Moi, je pense qu'un souvenir peut être tout à fait fiable s'il est bien recueilli, en fait. Oui, voilà, c'est-à-dire que quand on fait des travaux de recherche en laboratoire sur les techniques d'entretien, même le groupe contrôle, qui est un questionnement ouvert pur, on peut avoir des taux d'exactitude qui sont de 90 à 95%. Alors, ça va pas être forcément très complet, mais au moins on sait que ça peut être très exact, et on peut avoir facilement beaucoup d'informations aussi. Donc dire les gens la mémoire, le témoignage c'est pas fiable, pour moi c'est à peu près aussi absurde que de dire tout témoignage doit être automatiquement considéré pour vrai 100%. C'est deux extrêmes qui sont pas forcément très pertinents. Donc mais si on recueille très bien les témoignages, plus on a d'informations, plus on a de pistes à explorer pour une enquête, ça, donc on aura forcément derrière des trucs plus solides. Maintenant, c'est une question de moyens, c'est une question de priorité politique aussi. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en compte, qui vont. Alors, c'est la digression, mais qui est importante. Il y a des réponses scientifiques à apporter à ces personnes-là. Effectivement, il faut que derrière il y ait une volonté aussi d'en faire une priorité. C'est ça. Mais derrière, le souci qu'on va retrouver pour revenir sur la question des expertises, c'est que dans les expertises judiciaires, donc je parle vraiment plutôt côté plaignant-plaignante, même si la question de la mémoire intervient aussi pour les mises en cause. Il y a cette question alors la question, je ne sais plus exactement comment elle est formulée, mais en gros, on leur demande d'explorer le contexte de la révélation, comment la personne a révélé, qui lui a posé quelle question, comment, est-ce que c'est revenu spontanément, et de mettre en avant dans le dossier ainsi que durant les entretiens avec la personne, tout facteur de nature à influencer les dires du ou de la plaignante et tout signe évocateur d'une suggestibilité. Voilà. Donc on pose toutes ces questions-là. Cette question-là, elle fait 4-5 lignes, mais on peut écrire 30 pages dessus si on fait bien son travail. Il y a énormément de questions. Il y a la question du contexte de révélation, donc la première révélation, il y a la question des facteurs qui peuvent influencer le témoignage et la question de la suggestibilité. Donc ça fait 3 domaines à investir par des personnes qui malheureusement sont, d'après en tout cas l'étude qu'on a menée, les personnes qui connaissent le moins sur le fonctionnement de la mémoire. Ça pose un petit peu problème. Et vu qu'on sait que derrière, c'est des personnes qui vont facilement croire aussi des thèses comme le refoulement, etc., c'est compliqué. Moi, dans l'étude, on a eu quand même, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'était une personne sur 5 qui ne croyait pas, enfin qui disait que c'était faux, ce qu'on appelle l'effet de désinformation. Donc c'est le fait que lorsqu'on vit un événement, si jamais ensuite on nous suggère une information, cette information va avoir tendance à l'intégrer au souvenir, même si elle est fausse. C'est un des phénomènes les plus consensuels en psychologie cognitive. En plus c'est connu. Et puis c'est connu, c'est répliqué tout le temps. C'est-à-dire il n'y a pas de... voilà. Et on a quand même 1 sur 5 qui nous disent pas juste non, je connais pas ou pas sûr. Je n'y crois pas. Alors j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais on a quand même une proportion assez substantielle, minoritaire mais substantielle, de psychologues qui disent qu'on peut tout à fait se souvenir de choses vécues avant l'âge de 2 ans. C'est pas normal. Et le problème, c'est que du coup, normalement, ça revient aux experts psy d'identifier dans un dossier criminel ou délictuel, peu importe, d'identifier, par exemple, un entretien de police ou de gendarmerie qui a été fait de façon extrêmement suggestive.
ça leur revient. Mais s'ils n'ont pas les compétences pour le faire, ils ne vont pas le repérer. Et on se retrouve avec des experts, justement, quand je vous parlais de l'exemple tout à l'heure de cette adolescente qui a retrouvé un souvenir à 16 ans de faits vécus à 8 ans, il est parti sur des refoulements, quoi. Directement, il est parti sur des refoulements. Il n'a pas pris en compte le fait que, en fait, entre ses 8 et ses 16 ans, au moment, elle a juste s'est fait renverser par une voiture, elle a fait 2 semaines de coma. Petit trauma crânien, quoi. Au moins se poser la question, quoi. Jouer, et il en tient compte parce qu'il dit, elle a fait des cauchemars, il dit non, mais ça, c'est à rapprocher de l'accident. Donc il sait qu'il y a eu l'accident, quoi. Mais il n'en tient pas compte, il dit que c'est du refoulement. Et puis dans la même expertise, il dit que la mineure est crédible, ce qui normalement est illégal depuis 2005 et après l'affaire Doutreau, on ne fait plus d'évaluation de la crédibilité. Oui, c'est ça, on ne se positionne pas. On ne se positionne pas parce que la crédibilité, c'est pas notre rôle, effectivement. Surtout que ce n'est pas un indicateur pertinent. La crédibilité, c'est ce qu'on peut croire à la personne. En fait, on n'a pas à la croire ou pas à la croire. Sur le plan judiciaire, on n'a pas à le croire ou pas à croire. On a dit des choses, on vérifie et on fait une enquête. Mais on n'a pas à savoir, parce qu'on peut être tout à fait crédible et dire la vérité. On peut être crédible et dire n'importe quoi. On peut être pas crédible et dire n'importe quoi et être pas crédible et dire tout à fait la vérité. C'est-à-dire, c'est pas des choses qui sont forcément liées. Donc, et on a un expert qui répond à cette question, alors qu'en plus de ça, je ne sais plus si elle lui a été posée. Je crois qu'elle lui a été posée. Ce qui est parfaitement illégal pour le coup. Donc c'est très compliqué la question de l'expertise parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont investies, il y a beaucoup de méconnaissances, et puis ça travaille sans forcément beaucoup de méthodes. Ça fonctionne beaucoup, pardonnez-moi l'expression, mais au doigt mouillé, quoi. C'est-à-dire que vraiment, c'est l'intuition, quoi. Ouais, c'est l'intuition, puis c'est mes croyances, et puis moi, de toute façon, je suis clinicien, je perçois des choses que les autres ne peuvent pas percevoir. C'est les discours qu'on entend. On entend des experts psy, et j'en ai été témoin il y a un mois, un procès auquel j'ai participé, où un expert a dit mais nous, on n'est pas scientifique, on est clinicien. Ah bah ouais, mais le problème, c'est que compliqué, je vois pas le rapport. Quand on connaît les biais massifs qu'on a sur les représentations, notamment, je veux dire, aujourd'hui, la société part du principe notamment que les femmes sont des menteuses, etc. Donc, si tu fais au doigt mouillé, si je reprends ton expression, tu vas vite partir sur l'idée que de toute façon, elle te ment. Donc, c'est quand même... Ouais, cette représentation-là, mais en fait, à peu près toutes. Ils vont se reposer en fait sur de l'interprétation personnelle, quoi. Ils donnent leur avis personnel, qui n'est pas forcément un avis spécialiste, voire qui ne l'est pas du tout, et avec leur seule légitimité, alors je ne vais pas m'attirer que des amis en disant ça, mais leur seule légitimité d'avoir un titre de psychologue. Ce qui ne fait pas tourner. Je pense qu'il faut changer de toute façon la formation des psychologues, et que quand on part comme ça dans l'expertise judiciaire, il faut se reformer sur d'autres choses, en fait. Quand on n'est pas dans le judiciaire, on ne fait pas du judiciaire, donc voilà, mais... comme quand on prend en charge des stress post-traumatiques, on se forme à la prise en charge du stress post-traumatique, et on part pas aussi du point de vue, parce que ça c'est le point de vue aussi de beaucoup de psychologues, que tout est trauma et qu'il faut aller forcément chercher des traumatismes dès qu'une personne... parce qu'il y a ça aussi, il y a cette idée que... quelqu'un vient nous voir, il se sent pas bien, je vais forcément aller creuser, il y a un trauma quelque part, et ça, typiquement, ça peut induire des faux souvenirs, j'imagine. Oui, ça peut... En tout cas, c'est une bonne façon de commencer un processus pour en induire, ça c'est sûr. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, je ne sais plus quand c'était, il y a une association connue qui défend avec beaucoup de vigueur la mémoire traumatique, qui avait fait une brochure pour aider les victimes. Et sur une de ces brochures, il y avait « Si jamais vous avez déjà vécu ça », et alors là, il y avait une page complète de symptômes. Mais quand je dis une page complète, il y avait tous les symptômes qui peuvent exister, quoi. C'est que ça, de l'anxiété, les troubles alimentaires, la tristesse, les comportements de recherche de solitude, d'être un peu fatigué par les autres, l'hypersensibilité physique, le fait d'être très, très sensible au bruit, à la lumière. Il y avait tout. Et à la fin, ça terminait par vous avez peut-être été victime de violences sexuelles. Je disais, mais bingo, quoi. Je veux dire, mais même moi, dans ce cas-là, a priori, je n'ai pas été victime de violences sexuelles, je n'en ai pas le souvenir du tout. Moi, je me retrouvais au moins dans 5 ou 6 trucs. En fait, c'est ça qu'il faut bien comprendre quand tu critiquais le refoulement, c'est qu'avoir cette représentation-là fait que tu vas induire et conduire tes entretiens vers cette piste-là. Et donc, mais c'est ça. Surtout qu'en fait, de manière générale, quand on se repose sur une hypothèse de choses inconscientes, en fait, on a réponse à tout. Parce que quoi que nous dise la personne, on va dire ouais, non, mais en fait, inconsciemment, et là, on peut mettre ce qu'on veut derrière. On ne peut pas le vérifier de toute façon, parce que la personne n'en a pas conscience, c'est le principe. Donc, on peut lui dire ce qu'on veut. Et moi, je suis psy, donc j'ai raison, parce que c'est moi le spécialiste. Et puis, moi, je veux dire, si je me mets à la place des patients, je vais voir un psy, pourquoi je le croirais pas ? Oui, c'est si jamais il y a une bonne alliance avec, et que voilà, je n'ai pas de raison de pas le croire. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Mais donc, du coup, la responsabilité, c'est plutôt celle des psychologues, psychothérapeutes, psychiatres.
dès qu'on se repose, donc si on élargit même pas que le refoulement, mais à la question parce que le refoulement c'est un moyen d'accès à l'inconscient, mais à l'inconscient en fait on peut avoir réponse à tout, on peut mettre ce qu'on veut derrière. Après, l'inconscient freudien n'a jamais été prouvé, donc à partir de là... Ah ouais, mais le truc, c'est que par exemple, quand on parlait des expertises, on le retrouve massivement, cette question de l'inconscient. Encore une fois, là, le procès auquel j'ai participé il y a un mois de ça, c'était un festival, quoi. Puis on peut mettre ce qu'on veut derrière. C'est désespérant parce qu'en fait, c'est extrêmement frustrant quand on est scientifique, parce qu'on sait qu'il y a des outils, on sait qu'on peut faire mieux que ça, mais il y a une résistance de principe. C'est-à-dire que c'est vraiment ce truc de... non, mais et puis on trouve des excuses à base de non, mais c'est la matière psychique, c'est forcément complexe. Déjà, non. Il y a des choses très simples. Oui. c'est pas. La psychologie est complexe, mais il y a des trucs qu'on sait et pour le coup, pour lesquels on a statué pour le coup, et ça y est, c'est terminé, quoi. Et il y a aussi des choses très simples, quoi. C'est-à-dire que par exemple, la mémoire, encodage, stockage, récupération, cette connaissance-là n'est pas quelque chose de complexe. Effectivement. Enfin voilà, il y a un moment, il ne faut pas chercher de la complexité partout, et il faut que ce soit complexe, il faut que ce soit un jargon. Alors en plus de ça, qu'il soit spécialiste, parce qu'il faut qu'on montre que c'est nébuleux, que c'est mystérieux. Enfin, il y a vraiment tout ce truc un peu de, il faut que ce soit pas accessible, en fait. C'est ça. Et l'inconscient fait partie de ça. Hein. Mais ça, c'est le bagage de la psychanalyse, hein, pour le coup. Ouais, c'est le bagage de la psychanalyse. Qui a déjà lu Lacan ici? Moi. Ouais, non, Doliprane. Complicado, hein. Non, mais compliqué. C'est ça, mais pour moi, cette idée de l'inconscient s'inscrit pleinement là-dedans, parce que ça reste quelque chose d'inaccessible. Et comme c'est inaccessible, c'est difficilement compréhensible, mais nous, on comprend. Donc, nous, on va vous expliquer. Mais le problème, c'est que c'est pas palpable, c'est pas quelque chose qui est testable, c'est pas quelque chose qu'on peut manipuler, c'est pas quelque chose qu'on peut observer directement. Alors ça, c'est pas forcément un problème en soi, parce qu'il y a plein de choses tout à fait scientifiquement fondées qu'on n'observe pas directement. Mais quand on prend tout ce bagage un peu mystérieux, quand on arrive, on dit moi j'ai compris ces subtilités-là, déjà c'est hyper qu'on passe pour quelqu'un d'extrêmement crédible, parce c'est ça. Et derrière on peut se permettre de dire à peu près tout et n'importe quoi, mais parce qu'en soi on peut penser tout et n'importe quoi, il n'y a rien qui m'empêche de penser absolument ce que je veux. Maintenant c'est comment on teste cette chose derrière là, et en fait on se rend compte que ces hypothèses d'inconscient, de refoulement et même d'amnésie dissociative, hein, je le dis parce que l'amnésie dissociative et le refoulement, c'est comme deux concepts qui sont extrêmement proches l'un de l'autre. C'est des choses malheureusement qui ne sont pas prouvées et qui en plus de ça ne sont pas prouvables. Et oui, c'est ça. L'amnésie dissociative, la preuve qu'il y en a eu une, c'est que la personne retrouve le souvenir. Donc si elle a retrouvé le souvenir, c'est bien qu'elle en était capable. Donc en fait, la preuve de l'amnésie dissociative, c'est en même temps la preuve qu'il n'y a pas d'amnésie dissociative. Enfin oui, sinon tu le retrouves pas. La définition du DSM, c'est une incapacité, mais que c'est réversible. Donc si c'est réversible, c'est qu'il y a une capacité. C'est ça. Donc en fait... Et ouais, je vois. et donc en fait, ce qui permet de dire... ce qui permet de dire à un psychologue, ou un psychiatre d'ailleurs, ou un psychothérapeute, dire qu'il y a une amnésie dissociative, c'est que la personne a fini par retrouver son souvenir. Oui. Parce que si elle n'a pas retrouvé, on n'a pas raison de faire d'hypothèse particulière. Parce que sinon, on induit quelque chose et c'est faux. Donc, si la personne a retrouvé la chose et qu'elle dit « je l'ai retrouvée », si je dis que c'est une amnésie dissociative, ça veut en même temps dire que ce n'en est pas une, parce qu'elle a réussi à... Conceptuellement, ça ne tient pas. Conceptuellement, c'est un truc qui tient pas particulièrement. Donc, quand on prend ces choses-là, au fait que ce soit massivement utilisé, moi, ça me pose problème parce que je pars du principe, je disais tout à l'heure que moi j'en tiens pas forcément rigueur, je comprends qu'un psychologue ou un psychothérapeute ou un psychiatre puisse dire écoutez, c'est dans le DSM, moi je considère que maintenant il me semble que c'est quand même une profession, on doit faire quand même beaucoup preuve d'esprit critique, et que quand on a un phénomène extraordinaire comme ça, au sens premier du terme d'extraordinaire, parce qu'a priori le stress post-traumatique généralement c'est qu'on se souvient trop bien de l'événement, c'est l'inverse. C'est ça. Donc si jamais la personne ne se souvient pas, c'est plutôt extraordinaire, c'est plutôt rare normalement, hein. Moi, mon premier réflexe, ce serait de me dire, peut-être me renseigner sur cette littérature-là. Et le problème, c'est que même dans les formations, aujourd'hui psychotrauma, ou les formations à des outils comme le MDR, c'est des choses qui sont vendues, quoi. Si jamais on prend les fascicules de formation de l'EMDR, on trouve des trucs, franchement, moi j'ai pu les consulter, j'ai vu ça, j'ai vu des trucs sur le cerveau reptilien, j'ai vu des trucs comme ça, je me suis dit, mais on est où, quoi. Donc c'est de toute façon, il y a un gros problème dans la formation des psychologues. Il y a un gros problème dans la formation des psychologues, quoi. Alors, je vais tempérer un peu parce que je suis concerné. En fait, non, mais je suis assez d'accord. T'as bien raison. En fait, il y a un problème. Déjà, il y a un problème en termes de moyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens. Oui, je dis pas que c'est forcément la faute des psychologues. Hein, non, mais c'est pour amener des éléments, parce qu'il y a des problèmes. Je te rejoins complètement sur le fait qu'il y a des problèmes que je vais évoquer très vite. Vous allez voir, ça va arriver tout de suite. Mais il y a déjà en termes de moyens, on est en sous-effectif et on peut pas faire des formations qui sont suffisamment de la qualité qu'on aimerait, parce qu'on a
quand on a des groupes de TD où ils sont 40 à 50 dans la classe, ça devient un cours magistral. Complètement. Donc on n'a pas les moyens. Après, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, cette place de la psychanalyse, moi, me pose problème parce que la psychologie, c'est une science. En fait, c'est ça, c'est tout simplement ça. C'est la seule discipline scientifique où on accepte institutionnellement que parmi elles, il y ait une mouvance pseudo-scientifique. C'est en ça que je parle de gros problèmes. Mais pour le coup, je te rejoins complètement parce que c'est encore vachement présent. Moi, j'étais à Lyon, donc c'est un bastion en fait. Lyon 2, c'est un bastion de la psychanalyse et en clinique, ils ne voient que ça. À Rennes, ça va être pareil. Il y a des universités à Paris, ça va être pareil. Il y a des universités où c'est un peu plus hybride. Bon, ici, à Nîmes, on a la chance d'en avoir absolument pas. Enfin, on en parle historiquement comme un peu partout, mais il n'y en a pas du tout. Oui, mais en culture G, c'est bien. Ouais, encore. Voilà. Non, mais histoire de la psychologie, bon. Ouais, mais en fait, moi, je suis peut-être un des plus radicaux, mais pour moi, ça n'a même pas. On peut s'en passer. Oui, on peut très bien prendre d'autres chemins qui vont tout à fait nous ramener vers des. La culture générale, quoi. C'est sympa, ça vient de là, bon, c'est cool, mais ça a changé, mais bon, Dieu Freud, ça suffit, quoi. Ouais, c'est ça. Puis après, moi, Freud, j'ai rien contre lui, en fait. Non, moi, je trouve que c'est un mec super du 19e siècle, c'est ça, mais en fait. qui a fait des super choses dans son temps, mais moi, le problème, c'est pas Freud, c'est le fait qu'on utilise encore Freud dans une époque où on a d'autres moyens. Je suis assez d'accord. Moi, je suis un peu contre ceux qui critiquent la psychanalyse en critiquant Freud, en disant qu'il prenait la cocaïne, qu'il a falsifié des cas et tout. En fait, on s'en cogne un petit peu parce qu'aujourd'hui, c'est toujours utilisé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est dit. C'est la théorie des psychanalytiques qu'il faut aller voir. Si jamais on veut attaquer Freud, en fait, on part dans l'attaque personnelle vers lui et qui n'est pas forcément très pertinente. Moi, je ne lui reconnais pas forcément beaucoup d'impact, au final, sur la psychologie en général. De l'impact, peut-être dans l'approche clinique, peut-être, je ne suis pas spécialiste, je ne me prononcerai pas. La psychologie en général, non. Moi, par exemple, je n'ai pas besoin de Freud du tout. C'est ça, voilà. Non. Elle a peut-être permis juste l'avènement de la psychologie scientifique qui s'est construit contre aussi ces courants pseudo-scientifiques. Ouais, mais au final, elle existait avant. Et avant, elle était très, très populaire aussi. Hein. C'était en parallèle, quoi. C'est juste qu'après... Pendant le développement de la psychanalyse, donc plutôt début 20e, on avait aussi l'avènement du comportementalisme avec Watson, qui marchait très bien. Donc voilà, moi je trouve que c'est intéressant de savoir ce qui a été fait. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui c'est très présent et c'est pour ça qu'il faut connaître pour pouvoir aussi critiquer. Quoi. Non, mais ce qui est problématique, c'est que de toute façon, dans la psychologie, qui est une discipline scientifique qui a pour objectif de comprendre l'être humain ou de prendre en charge l'être humain, on devrait avoir cette responsabilité-là de se dire je vais utiliser des choses qui ont été montrées efficaces, qui ont été montrées valides parce que sinon j'ai de l'humain en face, quoi. Et ce qu'on va beaucoup prendre comme réponse, c'est oui, mais vous en fait c'est productiviste, quoi. Vous voulez des choses qui marchent. Oui, en même temps, les patients, ils te payent pour que ça marche un peu, non? Je sais pas, des gens qui te payent. C'est ça, mais surtout, est-ce qu'on se pose cette question pour la médecine? C'est ça. Est-ce que quelqu'un va dire à la médecine, non, mais vous êtes productiviste, vous voulez que soigner les gens? Excusez-nous, quoi. C'est moi, ça me paraît plutôt louable. Après, voilà, on peut très bien soigner les gens. Je veux dire, je veux pas faire du réductionnisme du tout, mais la psychologie, dans l'extrême majorité, concerne des choses qui se passent dans le cerveau. Le cerveau, a priori, est un organe. Donc on peut l'étudier tout à fait scientifiquement. Je dis pas qu'il faut tout matérialiser, loin de là, mais ça reste quelque chose qui se passe dans le corps et donc il peut se soigner s'il y a un dysfonctionnement. Non, puis il y a des trucs qu'on sait. En fait, c'est ça qui me tue, c'est qu'il y a des trucs qu'on sait. Et pour revenir au sujet de base, pour le coup, la psychanalyse aujourd'hui fait partie des choses qui nous ralentissent aussi dans la façon dont on va recueillir les témoignages, dans la façon aussi dont on va voir telles quelles les violences sexuelles, parce que quand on part du principe que par exemple l'enfant est un être de pulsion sexuelle, quand on part je veux dire, la psychanalyse, elle est patriarcale, elle est sexiste, elle est misogyne. Et pour les femmes victimes de violences sexuelles, de violences masculines, pour les enfants qui sont victimes d'inceste, la psychanalyse, elle retarde au max à ce niveau-là, quoi. Et je trouve que là-dessus, c'est grave parce que aujourd'hui, même dans les expertises judiciaires, etc., c'est encore la psychanalyse qui est là. Et oui, si tu pars du principe, par exemple, que l'enfant est un être de pulsion sexuelle, peut-être que tu vas pas valider en tout cas la parole de cet enfant, mais du coup c'est grave. Ah oui, complètement, mais ça c'est de manière générale. Alors là on parle de la question du témoignage, mais la question notamment dans le judiciaire du sexisme, on peut le voir de manière générale, c'est-à-dire que par exemple une femme mise en cause ne va pas du tout, à caractéristiques et crimes similaires par exemple, pas du tout être appréhendée de la même manière selon que c'est un homme ou c'est une femme, quand en tout cas c'est expertisé à travers le prisme de la psychanalyse.
C'est automatiquement. Je vais vous donner un exemple très simple. Dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse le procès de Monique Olivier, la femme de Michel Fourniret, avec tout ce débat sur son QI, selon lequel, du coup, comme elle est extrêmement intelligente, c'est forcément qu'elle est une manipulatrice. Alors que, a priori, ou alors, c'est son avocat qui disait beaucoup, on a reproché à cette femme, vous comprenez, c'est une mère. Et lui, ce qu'il disait, mais Michel Fourniret, c'est un père. On lui reproche pas, on lui dit pas, vous vous rendez compte, il a fait ça alors que c'est un père, on lui dit pas. Oui, c'est vrai, et ça, c'est les propos qu'on a entendus aussi des experts, le côté, genre, par rapport à la maternité, c'est des questions qu'on s'est posées, alors que on avait aussi pour le coup un tueur en série, parce qu'a priori c'est lui le tueur, on ne s'est pas posé ces questions du tout. C'est-à-dire que même si jamais on va du côté aussi des mises en cause, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment un sexisme qui est complètement généralisé. Et effectivement, alors là, si on prend les expertises, il y a aussi eu assez récemment, je ne sais pas si vous avez suivi, des experts psychiatres qui sont sujets à des plaintes. Oui. Notamment des experts psychiatres de régions parisiennes qui sont sujets à des plaintes. Et en fait, on se rend compte que dans le traitement des plaignantes, on est 40-50 ans en retard. Oui, c'est minimum. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un traitement qui est extrêmement sexiste là-dedans. Et souvent, on retrouve beaucoup la psychanalyse, mais parce que on se rend compte que une femme, en fait, ce qu'elle cherche, la femme dans la vie, c'est combler le néant. Enfin, c'est combler le néant parce que du coup, elle recherche le phallus. Donc, elle veut du pouvoir parce qu'elle en a pas, mais c'est inhérent à sa condition de femme, quoi. C'est vraiment des propos qu'on peut entendre et qu'on peut lire. Et forcément, quand on a cette grille de lecture-là, après, quoi qu'il se passe, on a une victime qui vient témoigner ou qui vient en expertise, on se rend compte que la victime, elle s'est pas forcément débattue, voire potentiellement qu'elle a été consentante au début, mais qu'elle a retiré son consentement ensuite, par exemple. En fait, on va partir sur des problématiques d'hystérisation, on va entendre ces termes, quoi. On va entendre on va faire ce qu'on fait comme à chaque fois, c'est-à-dire faire en sorte que la victime s'est mise volontairement dans cette position de victime, qu'elle avait envie d'être victime et que finalement l'agresseur, le pauvre, il s'est retrouvé dans cette position et finalement il pouvait pas faire autrement. Zut. Non mais c'est terrible. En fait, moi, alors moi, je vais pas prendre la place des femmes en disant ce que je pense ou quoi que ce soit. Moi, je me place d'un point de vue assez plutôt en termes simplement de raisonnement, en fait. Je me dis, mais c'est-à-dire que même si on sort de cette position tout à fait légitime de défendre les droits des femmes, si on sort de là, on se dit, mais moi, quand j'entends ça, je me dis, mais en fait, c'est vraiment bête, quoi. Oui, en fait, c'est ça. C'est vraiment c'est le ras des pâquerettes, c'est le niveau de degré zéro de l'analyse. Je suis d'accord. On part du principe que, on entend des raisonnements, et en fait, si on se pose 2 minutes et qu'on se dit, mais est-ce que ça tient ? Oui, en fait, qu'est-ce qu'il y a de rationnel là-dedans ? En fait, il n'y a rien. Non, mais c'est pour ça qu'il y a aussi ce truc de garder un espèce de discours complètement opaque qui donne la sensation que c'est intelligent, alors que ça ne l'est pas. Enfin, clairement. Non, et puis surtout que ça, c'est pas logique, quoi. Enfin, y a en fait, ça part souvent de prémices qui sont pas du tout avérées ou qui sont des affirmations très péremptoires basées sur rien. Mais à partir du moment où cette prémisse-là, on l'accepte, après, on peut dérouler à peu près tout ce qu'on veut et après, on peut construire un discours pseudo-intelligent dessus, on peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est clair et net, mais c'est quelque chose d'assez généralisé. Et pour le coup, la problématique de la mémoire baigne là-dedans parce que du coup, tout un témoignage ou tout un récit sera étudié ou analysé à travers ce prisme-là et ça pose beaucoup de problèmes, quoi. Si on revient du coup à notre question de base, donc est-ce qu'on peut oublier des traumas et des choses comme ça ? Donc si je fais un résumé, voir si on a bien compris l'idée, c'est que subjectivement, une personne va avoir cette sensation-là, effectivement, d'avoir oublié parce qu'il n'y avait pas de pensée de cet épisode-là, et puis il est ressurgi à un moment donné. Mais du coup, quand on analyse le fonctionnement un peu de la mémoire et de comment ça se passe, il va falloir aller se poser plein de questions et il y a énormément de choses qui peuvent expliquer qu'on ait oublié ça. C'est ça. En fait, si on pose la question est-ce qu'on peut oublier un trauma, la réponse, en fait, elle est oui. Est-ce qu'on peut oublier un trauma ? Oui. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un trauma peut causer l'oubli ? Là, c'est plus discutable. Et dans le oui, est-ce qu'on peut oublier ? On peut sous-diviser. On peut dire oui, on peut oublier et finir par s'en souvenir, tout comme on peut oublier définitivement aussi. Ok. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut oublier et finir par s'en souvenir partiellement aussi. Voilà, et partiellement, exactement. Ne pas oublier certaines parties, en tout cas, ou avoir du mal à récupérer certaines parties du souvenir. Et du coup, dans les choses avancées, donc c'est tout ce qu'on disait. Donc il peut y avoir des causes physiques comme les traumatismes. Il peut y avoir de l'évitement aussi. On n'avait pas parlé de ça aussi. Mais oui, bien sûr. L'évitement, la volonté de ne pas parler. J'en parlais un peu quand j'ai dit qu'on peut ne pas vouloir parler. Ça peut s'inscrire dans les stratégies d'évitement. Et ça, ce qui est intéressant, cette question de la stratégie d'évitement, c'est que on va aussi aller sur le versant des mises en cause. C'est-à-dire qu'il y a parfois des mises en cause qui vont dire je me souviens pas,
qui vont pas nier les faits. Hein. Ils vont dire non, mais moi je vous crois, il n'y a pas de problème, mais je m'en souviens pas. Moi, j'avais, encore une fois, pour un avocat qui m'avait demandé de travailler sur un dossier, c'était un homme qui sort d'un bar, je crois, il se bat avec quelqu'un. Et les deux finissent en garde à vue et on prélève automatiquement la salive pour les tests ADN. Donc on met ça dans le fichier et en fait on se rend compte que ça match avec une salive retrouvée dans des sous-vêtements d'une femme qui a été violée 8 ans je crois auparavant. Et donc évidemment ils font le test ADN, ils font une contre-expertise, genre ça confirme. Moi l'avocat me dit moi j'ai pas de doute quoi. Même lui, moi je suis convaincu que c'est son ADN, il n'y a pas de problème, je remets pas ça en cause. Le mis en cause dit non mais moi je ne nie absolument pas. Enfin, c'est moi, c'est ma salive, il n'y a pas de problème. Donc c'est moi. Je ne m'en souviens absolument pas. Et en fait, il y a toute une littérature sur ce qu'on appelle l'amnésie feinte. On pourrait penser que c'est du mensonge à base de ils savent très bien qu'ils l'ont fait, mais en fait, on se rend compte que c'est plus subtil que ça, que c'est littéralement une stratégie d'évitement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les gens ne peuvent pas trop entendre et c'est parfaitement entendable et encore heureux. Tout le monde peut commettre un crime. Oui. Ça peut arriver à n'importe qui. Je peux être là dans ma vie très bien et dans 5 ans, il va se passer un concours de circonstances qui fait que je vais commettre un truc affreux. Ça peut arriver à tout le monde, malheureusement. Ça peut, voilà. Mais sauf que c'est pas une image de soi que la plupart des gens ont. Si jamais je demande à quelqu'un, est-ce que tu penses que tu pourrais tuer quelqu'un ? La plupart des gens vont dire bah non. Oui. Bah non, bien sûr que non, je peux tuer personne. Mais en fait, dans ces circonstances actuellement, là, non, je peux pas le faire. Mais après, dans 5 ans, je peux me retrouver dans un concours de circonstances qui font que je me bagarre en sortie de boîte, je mets un coup de poing mal placé, la personne tombe, fini, quoi. Enfin, je veux dire, il peut se passer plein. Alors, j'arrive à l'entendre pour les crimes, moins pour les violences. Ah non, je parle de crimes de manière générale, mais généralement, je parle de commettre un crime. Oui, après, même pour les violences sexuelles, j'irais dans le sens où il y a quand même, je pense, plein d'hommes qui ont des comportements aussi, ils se rendent pas compte qu'ils en ont. Hein. Des comportements de violence sexuelle. Bien sûr. Mais donc, ça rejoint ce que je dis dans l'image de soi. Si on demande à la plupart des hommes, est-ce que vous pensez que vous êtes des agresseurs sexuels ? La grande majorité va dire, bah non, jamais. Jamais de la vie. Oui, pourtant, mais il y a un problème d'éducation au consentement qui est énorme. Mais ça va. Ce que je veux dire, c'est qu'entre les faits qu'on peut commettre et la représentation de soi, en fait, il peut y avoir un grand écart. Et donc, du coup, le fait que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans une situation où en fait, on va commettre un crime ou un délit. Je parle du meurtre, mais ça peut être juste de taper quelqu'un, ou ça peut être de détériorer des bâtiments publics, enfin, ça peut être, peu importe. Mais ça correspond rarement à l'image de soi, parce que c'est une image négative, généralement, on n'essaie pas de conserver ça. Et donc, du coup, quand on se retrouve avec une personne, en fait, elle se rend compte qu'elle a commis quelque chose qui ne correspond pas à l'image d'elle-même. Si ça génère une grosse dissonance cognitive, il peut se passer une stratégie qui est de dire, non, mais en fait, je vais éviter d'y penser au maximum. Ouais. Donc, je vais faire dans l'évitement au point où on va dire « je ne m'en souviens pas ». Mais c'est pas du mensonge dans le sens volonté de tromper les autres, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans une démarche d'évitement. Du côté maintenant des plaignants, des plaignantes, en fait, c'est symptôme du trouble de stress post-traumatique, c'est l'évitement. Ça peut être de l'évitement cognitif. Ça peut être de se dire, je vais essayer d'y penser le moins possible. Bon, le problème, c'est qu'on sait comment marche l'évitement. Et malheureusement, c'est pas quelque chose de forcément très fonctionnel, mais c'est ça. On peut retrouver en fait de l'évitement. Et ça, ce qui est intéressant avec l'évitement, c'est qu'on peut le retrouver autant du côté des plaignants, des plaignantes qui ont vécu, qui ont été victimes des faits, que du côté des mises en cause, quoi. Et ça, c'est assez intéressant, et effectivement, c'est un mécanisme qu'on retrouve aussi pas mal. Ouais. Je crois qu'on a réussi à faire bien ce tour de la question et essayer d'apporter un peu plus d'éclairage sur ces questionnements autour de la mémoire et du trauma. Merci. On n'a pas trop parlé des faux souvenirs, mais je pense que ce serait un épisode à part entière. Et puis, je trouve ça intéressant aussi qu'on aborde ces questions sans forcément aller sur le terrain des faux souvenirs, parce que déjà, c'est une question qui polarise énormément l'opinion publique et même parfois aussi les scientifiques, et que en fait, c'est pas forcément essentiel d'en parler pour parler de la question des souvenirs traumatiques. Parce qu'on parle des souvenirs traumatiques et pas des faux souvenirs traumatiques. Déjà, il y a suffisamment à dire. Quoi, j'imagine, ça représente... ça dépend de quoi on parle, parce que là, pour le coup, ça pourrait dédier une discussion par entière. C'est que le terme, déjà, faux souvenir, c'est pas un très bon terme. Si on parle de faux souvenirs entiers d'événements complets, je pense que c'est pas la majorité. Maintenant, si on parle juste des faux souvenirs d'événements traumatiques, en fait, des faux souvenirs, on en a dans tous nos souvenirs en soi. Oui, c'est ça. On a toujours des erreurs, et toute erreur est un faux souvenir. Donc on pourrait en parler. Donc en fait, on en retrouve tout le temps. Maintenant, si on parle spécifiquement des faux souvenirs massifs d'événements entiers, là, c'est quelque chose de, je pense, plus rare, mais qui est suffisamment important, parce que c'est l'outil principal des faux souvenirs induits. C'est un des outils principaux des charlatans dans les dérives sectaires, en fait. On retrouve quasi systématiquement dans les affaires de dérives sectaires ce phénomène-là. Donc c'est quand même quelque chose d'ampleur. Maintenant,
Si on prend toutes les révélations, et par exemple, si on prend toutes les révélations qu'il y a eu depuis la libération de la parole avec le mouvement MeToo, je vois pas de raison d'invoquer le faux souvenir systématiquement. Enfin, je veux dire, c'est complètement irrationnel. Oui, on est bien d'accord. Il n'y a pas de raison de le faire, quoi. Puis c'est du cas par cas, en fait. Déjà, le faire automatiquement, ça n'a pas de sens. Puis au cas par cas, faut connaître le dossier. A priori, moi, j'en connais aucun. Donc, pour ceux qui... j'ai pas de raison de le faire. Et puis même statistiquement, en fait, la plupart des fausses allégations, que ce soit du mensonge, du faux souvenir, des erreurs, des incompréhensions, c'est vraiment 2 à 10% selon les études. Et puis c'est marginal, quoi. Pour ceux qui veulent de l'information là-dessus, tu as fait une conférence pour le C2R qu'on peut retrouver sur YouTube. Si vous mettez Olivier Daudy, C2R, on mettra le lien. Et où tu parles justement d'un cas c'est un psychologue d'ailleurs justement, qui a induit des faux souvenirs chez des personnes. C'est l'affaire Benoît Yangting. Il y en a plusieurs en France, mais c'est, je pense, la plus connue. Ouais, bon, là, c'est le cas typique de comment on fait et la dérive grave. Il gagne le bingo de la dérive sectaire. Quoi. Il a tout fait. Mais oui, c'est assez intéressant. Après, il y a de la documentation même dans la presse et tout. Si on tape juste Benoît Yangting, on trouve des choses. Voilà. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci beaucoup. C'était super intéressant. Ouais, j'espère que vous aurez de l'information sur tout ça. Et c'est un sujet qui fait beaucoup de débat et qui est, on trouve intéressant de pouvoir remettre un peu de science et d'infos. Après, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, on vous croit, quoi. Oui, ça par contre, il n'y a pas de doute là-dessus. On vous croit en jamais. Voilà. Puis on peut retrouver toutes ces données, toutes ces études en description. Et puis je crois que même sur ResearchGate, toi, sur ResearchGate, très régulièrement. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous. Merci Alice pour le montage de cet épisode. Oui, merci Alice. Et puis à bientôt. À mercredi prochain. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi pour un nouvel épisode. Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer. Et si d'ici là tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description. On te dit à très bientôt. Et prends bien soin de toi. Très bien soin de toi.